Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de la fille de Lucam, suivie par l'anecdote de David, et on finit avec les fraudes immobilières. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, la créatrice de contenu Hélène Boudreau, surnommée la fille de Lucam, a été victime d'une escroquerie de plus de 1,5 million de dollars par un promoteur immobilier qui est lié au crime organisé. Les faits sont les suivants. Donc, en 2021, Hélène cherchait à diversifier ses revenus et aurait contracté un certain investisseur immobilier sans qu'elle se doute que cette personne est liée au crime organisé. L'investisseur immobilier lui aurait proposé d'agir comme un prête-nom et d'acquérir 2 triplex du projet Villanova à Montréal. En toute confiance, Hélène aurait versé plus d'1 million de dollars en un peu plus d'1 an. Et elle a signé une entente de prête-nom sans consulter un avocat et les clauses étaient non négociables. Ma question, c'est... Je pense que les clauses l'interdisaient d'aller voir un avocat aussi. Je pense que c'est ça. Oui, hein? oui, Okay. oui, définitivement. Tu as bien lu l'article. Exactement. C'était que sous la pression, les clauses interdisaient, comme tu dis, d'aller voir un avocat ou un conseiller légal. Et ça, c'est quelque chose qu'on va parler tout le long de l'émission. C'est la façon de voir et d'avoir un red flag lorsque quelque chose se passe et surtout par rapport à des investissements qui sont, disons, grands. Ça, c'est une grosse fraude. Là. C'est des gros investissements, mais à petite échelle, il y en a tout autant. Donc, ça, c'est de savoir comment se protéger puis éviter que ça arrive. Là. Exactement. Exactement. Donc, est-ce que toi, dans ta pratique professionnelle de courtier immobilier, est-ce que tu as déjà vécu ça avec un de tes clients ou avec un de tes collègues? Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est pas nécessairement de la fraude, mais il faut toujours faire attention dans les dépôts qu'on donne avant une transaction. Ce qui est plus courant. Dans le maison usagée, c'est plus rare, là, mais dans le développement de la propriété neuve, maison neuve, tu vas faire qu'un entrepreneur il va demander un certain dépôt pour que lui puisse commencer la construction. Puis lui, il se sert de ce dépôt-là. Le dépôt, il est vraiment à son nom. Mais il faut s'assurer que l'entrepreneur soit protégé, mais que ce soit avec c'est la GCR qui gère ça. Là. En tout cas, on s'en reparlera peut-être dans un autre podcast. Là. Mais bref, quand tu donnes un dépôt, l'entrepreneur va essayer de tirer un peu en otage. Parce que, exemple, dans le contrat, après ça, il veut augmenter son prix de. Dans le contrat, c'est pas prévu, il n'y a aucune augmentation, exemple, de prix d'achat si les prix des matériaux augmentent. Il y avait eu cette problématique-là durant la COVID, là, les matériaux augmentaient beaucoup. Oui. L'entrepreneur pourrait dire ben là, je ne te redonne pas ton dépôt. C'est sûr que tu augmentes le prix, soit que tu achètes 20 000 plus cher ou tu cancelles le deal d'un autre acheteur, mais là, il tient ton dépôt un peu en otage. Puis là, si après ça, l'acheteur va avoir des recours, il faut que tu prennes des services d'un avocat. Ça se peut que si tu t'en vas devant les tribunaux, exemple, ça peut prendre des mois ou années. Des années. Surtout pour une c'est ça. Avant d'avoir ton 10, dépôt. 15, 20 000, 30 000, whatever. Là. Fait que c'est pas nécessairement de la fraude, mais j'ai déjà vécu ça. Un entrepreneur qui veut augmenter le prix quand théoriquement, il n'a pas vraiment le droit. Fait que, en tout cas, il faut faire attention quand on achète une propriété neuve puis qu'on donne des dépôts importants. Faut se protéger ou demander conseil peut-être d'un expert. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que dans ta pratique immobilière, j'ai compris ton point, mais est-ce que dans ta famille ou les amis proches, est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui a été victime d'une fraude immobilière? OK. Pas immobilière, ça ne m'est jamais arrivé. C'est quand même rare, je pense. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais vécu ça.
Les seules fraudes que j'ai vécues, c'est vol d'identité. Là. Ça, c'est la fraude la plus commune que tout le monde. En tout cas, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà. Oui, ben c'est ça. Moi, ça m'est arrivé à moi, mon frère, la cote de crédit à baisse, puis c'est compliqué. Ça prend des mois à rétablir, puis faire tes recherches là, pour tout enlever ça. Exactement, oui. C'est les seules fraudes que j'ai vécues dans ma vie personnelle. OK. Et je te pose cette question-là parce que moi, quand j'ai débuté dans l'immobilier, en tant que courtier immobilier, j'ai débuté depuis les années 2000, après avoir, j'avais des business de distribution et de vente, de porte à porte. Et ensuite, j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki et j'ai commencé à acheter de l'immobilier. Ça a très bien été parce qu'au début des années 2000, quand même, il y a eu, tu sais, 2000-2001, c'était... Ouais. Mais après, ça a commencé, les gens à acheter. Il y avait eu un boom immobilier en ce temps-là. Il y avait eu un boom immobilier. Fait que même ce que je faisais, j'ai parlé avec toi au dernier podcast, c'est que j'ai acheté des maisons neuves et je mettais la clôture, l'asphalte, le gazon et je finissais le basement et je les vendais. OK. En 2009, quand j'ai débuté en tant que courtier immobilier, j'ai rencontré une fille qui était dans mon cours immobilier et j'ai décidé qu'on fasse ensemble un projet de maison neuve à Candiac. Et j'ai vérifié, cette personne-là avait les permis pour construire des immeubles de 5000 pieds carrés et moins, 3 étages et moins. Mais mon erreur, c'est qu'elle n'avait pas l'advenant pour construire des maisons neuves parce que dans ce temps-là, je me souviens plus, je pense que c'était la PCHQ, ne voulait pas la cautionner. Parce que pour que tu bâtisses des maisons neuves, tu dois avoir... OK. Comment? Je dis ça a changé. Là. Maintenant, c'est la GCR qui gère les constructions neuves. Là. OK. Mais de 4 logements et moins. OK, parfait. Commercial, c'est une autre affaire. Là. OK. Donc, c'est ça. C'est ce qui est arrivé. Donc, on a débuté le processus de construction. On avait acheté le terrain. On a commencé on a fait les permis à la ville. On a commencé la maison. Et moi, donc, j'avais contracté le prêt. Et c'est avec cet argent-là qu'on payait la construction de la maison et les contracteurs, les sous-contracteurs. Okay. Et tout ça. Pour me rendre compte qu'elle prenait cet argent, elle se bâtissait d'autres maisons sur la rive sud avec l'argent que moi je lui donnais. Elle ne payait pas les contracteurs, les sous-contracteurs de la maison à Candiac. Wow. Fait que ça n'est suivi plus de 9 mois. C'était pas une année au complet, mais ça a été 9 mois d'enfer avec des avocats. Et tu as essayé de revoir ton argent dans cette histoire-là. Là. Exactement. Okay. Parce qu'elle a pris l'argent, elle bâtissait d'autres maisons. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand même une compagnie qui faisait les trusses, toitures mauriciennes, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'était la première compagnie qui a mis une hypothèque légale sur la propriété. Et ensuite, il y en a comme 2, 3, 4 autres sous-contractants. Okay. Donc, on ne pouvait pas vendre la maison. Mais c'était vraiment une fraude ou c'était comme elle essayait juste de peut-être éventuellement de le faire puis elle faisait d'autres... Je crois qu'elle a essayé de faire les choses quand même bien. OK. Elle ne voulait pas que je m'en rende compte, disons. OK. Elle n'avait pas le droit, mais éventuellement, peut-être que ce n'est pas son but de te frauder nécessairement. Non, c'est ça. Mais c'est ça, je disais, tu donnes, c'est ça. Si tu donnes des dépôts en argent, il faut que tu t'assures. Mais c'est la même chose avec l'entrepreneur. Là. Si tu donnes ton dépôt de 50 000, tu ne sais pas ce qu'il va faire avec. T'sais. Exact. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire ce sujet avec la fille de l'UQAM, Hélène. Ouais. C'est que moi, au début de ma carrière... C'est ce qu'elle a vécu. Là, c'est pas le fun. Exactement. Ouais. Et moi, je me souviens, j'avais fait quelques flips avant, donc je savais que ça marche. OK. Et
j'ai débuté en tant que courtier immobilier et ça m'est arrivé. Et ça m'a presque totalement découragé pour continuer dans l'immobilier. C'est Et ça, c'est t'as ça le arrêté risque. de Exactement. courtier immobilier à la place. Là. Exact. Non, mais je l'étais déjà, c'est comme ça que je l'ai Tu l'étais, rencontré. ouais, exact. Oui, tu me Oui, l'avais oui. dit. Ouais. Mais Mais c'est vrai, tu sais, définitivement, là, elle, je pense, en tout cas, si jamais elle réinvestit dans l'immobilier, elle va faire attention. Là. Mais elle c'est n'est plus dans vraiment plate, l'immobilier. c'est de la grosse argent, là, 1,5 million. Là. Oui. Donc, Okay. ce que la fille de Lucam, Hélène, a perdu, 1,5 million. Et maintenant, avec les avocats et tout ça, je ne sais pas où est-ce que ça va se rendre. Ouais, ouais. Mais ce que j'aimerais regarder, c'est que j'ai vécu ça en 2009. Hélène a vécu ça récemment. Et j'ai vu dernièrement, qui est au mois de mars, là, il y a une semaine, un article qui montre que les fraudes immobilières et hypothécaires sont en hausse. Ouais. Donc, on voit ici le nombre de fraudes immobilières et hypothécaires a augmenté rapidement au Canada. Les propriétaires devraient prendre des mesures pour protéger leurs biens et leur identité, préviennent des experts. OK? Ouais, c'est vraiment Donc, c'est quoi selon toi? Mais le titre de l'article, celui-là, c'était les fraudes hypothécaires vis-à-vis des banques ou? Non, c'est ça. Donc, c'était les deux articles qu'on a trouvés. Ça, c'est par la presse canadienne. Donc, le nombre de fraudes immobilières qui sont en hausse. OK, je comprends. Parce qu'il y a deux types de fraudes, tu sais. Il y a l'acheteur qui va vouloir frauder. Parce que c'est ça je voulais faire le parallèle. En ce moment, avec la hausse des taux hypothécaires, il y a plus de gens qui vont. Ben, il y avait ton article, là, tu ne l'as pas encore montré, là, on en parlera après. Mais il y a les fraudes immobilières, tu sais, quelqu'un qui veut frauder une autre personne, un particulier, versus l'acheteur qui falsifie des documents, qui fraude la banque. Mais lui, dans le fond, il ne fraude personne. Il fraude la banque directement pour pouvoir avoir son prêt. Parce qu'autrement, il ne serait pas capable d'avoir son prêt, étant donné que les taux ont monté. Exactement. Il y a deux types de fraude. Il y a la personne qui fraude d'autres personnes, puis la personne qui fraude la banque. Mais au final, la banque, elle est moins. Mais le risque, c'est que la personne non seulement fasse faillite parce qu'elle passe pour un prêt qu'elle n'aurait pas passé normalement. Là. Mais c'est ça. C'est effectivement, c'est fou de voir la hausse des fraudes. Oui. Oui. Et le plus incroyable, c'est que ça continue. Et aussi, il y a des gens qui aident à ce genre de fraude, dans le sens que des employés, c'est l'article qu'on parlait tantôt, donc des employés d'une banque très connue au Canada, au Québec, ont été congédiés, près d'une dizaine d'employés, pour avoir falsifié des documents liés aux hypothèques ces 5 dernières années. Ouais. Et ce qui m'a frappé, c'est que le crime organisé est impliqué. Ah ouais? Donc, d'après Sylvain Paquette, qui est président expert en criminalité financière, le crime organisé cible des courtiers qui ont les lettres G ou H dans leur numéro de permis parce qu'ils ont moins d'expérience que ceux qui ont la lettre A, qui exercent leur métier depuis plus longtemps. Donc, on voit très bien que l'histoire Il parle des courtiers immobiliers. Parce que moi, mon numéro de permis, ça commence par G. Peut-être qu'ils vont. Oui, exactement. OK, je comprends. Mais tu sais, pourtant, j'ai quand même 10 ans d'expérience. Là. Exactement. Mais Moi, c'était. J'imagine un peu moins. Puis... Oui, moi, c'était eux. OK. C'était eux. Puis, le G, c'est vrai que ça fait quand même 10 ans. Ouais. Ben, on a 9-10 ans. Mais quand même, il y a moins d'expérience que le A. Là. Le A, il est à la veille de. Il est à la veille de sa retraite. Ou s'il ne l'est pas déjà, il est déjà en Floride. Là, exactement. Okay. Exactement. Ah, c'est fou de voir ça. OK, mais c'est ça. L'affaire, c'est que tu ne peux pas vraiment falsifier les documents sauf si tu as un contact à la banque.
Exact. Parce que le vérificateur, tu sais, à la banque, celui qui va vérifier ton dossier, on s'entend, s'il n'y a pas de mèche, ça commence à être difficile de falsifier les documents. Donc là, il y aurait il y a un stratagème là, avec les personnes à la banque. Oui. Parce que Oui. moi, j'ai déjà entendu ça dans ma pratique. À un moment donné, quelqu'un m'approche, il me dit, c'est un acheteur, il me dit, moi, je passe pas à la banque, mais j'ai mon contact à la banque qui va me faire passer. Mais là, moi, immédiatement, je lui ai dit, ben, je suis pas intéressé à te représenter, puis j'ai laissé ça passer. Là. Donc, j'imagine, je ne sais pas si c'était ce genre de stratagème-là, mais j'imagine que c'est quelque chose en genre. Là. Oui. J'ai entendu, moi aussi, beaucoup d'histoires concernant les fraudes immobilières et les falsifications des papiers. En 2001, il y avait une blague que j'entendais souvent, que les banques finançaient un poteau d'électricité. Les banques finançaient tout au début des Ah années ouais? 2000. Ouais, c'est ça, Et c'était fou, là, avant la crise de 2008. Là. exactement, il y a eu un ramp-up, là, c'est Ouais. incroyable. Et tu sais, quand c'est rendu qu'on pouvait faire les prêts de 30 ans, 0%. Il y a déjà eu 0% de down payment. Ouais. J'avais Mais tu acheté sais une qu'il y maison à Saint-Hubert avec ce programme-là. a- Et ça a été. La fraude a été là depuis toujours. Mais ce qui est inquiétant, c'est que maintenant, euh, les gens se font mal et perdent de l'argent beaucoup plus qu'avant. Ouais, ouais. Parce que c'est un différent type de fraude. Ouais. Et quand on veut se diversifier, comme Hélène a fait, il faut faire ça. Mais il Euh, faut s'entourer, de et professionnels. Tu sais, voilà, elle a juste c'est ça mon point. fait confiance à la personne. Puis là, finalement, la personne était mal intentionnée, mais il faut voir un avocat, un conseiller financier ou minimum un courtier immobilier, un comptable, un fiscaliste. Exactement. Surtout quand on parle de 1,5 million de dollars. Ouais, c'est de l'argent. C'est quand même de l'argent. C'est quand même de C'est l'argent. pas mal d'argent. C'est vraiment plate pour elle. Oui. Et David, est-ce que tu as une anecdote pour nous cette semaine? Ben écoute, j'ai deux petites anecdotes. La première, c'est vraiment rapide. Je vais juste faire le pont des petites fraudes que j'ai vécues. Ben, c'était pas moi directement. Là, parce que tantôt, j'ai répondu non. Là. J'avais des logements à louer. Mais il y avait soit des gens qui m'appelaient et me disaient Hey, j'ai reçu, j'ai appelé votre annonce. Puis on me dit qu'il faut que je donne un dépôt de 300$ avant la visite. Et dans le fond, il y avait des gens qui copiaient mes annonces de location, qui mettaient moins cher, même photo. Mais là, ils voyaient mon annonce aussi qui était un peu plus chère. Mais tout le monde appelait celle qui était moins chère, évidemment. Là. Puis la personne demandait 300$ avant la visite. Fait que, c'est vraiment petite échelle, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui, dans la pénurie de logements, t'as de la misère de trouver un logement. Ça fait 15 logements que tu appelles qui ne sont pas disponibles ou que la personne ne peut pas faire visiter. Là, ils demandent un 300$ pour réserver ta visite. Il y a sûrement des gens, ils envoient le 300 rapidement puis pour réserver l'unité. Fait que ça, je voyais ça souvent. C'est pas conseillé. Fait que tout le monde, si jamais vous avez des dépôts avant la visite, il ne faut pas le faire, à moins que vous assurez que la personne soit un vrai courtier, mais même à ça, faut visiter, voir la personne, rencontrer les gens avant de donner des dépôts. Voilà. Fait que ça, c'était ma première histoire de fraude immobilière, entre guillemets. Là. La deuxième, écoute, je vendais un chalet haut de gamme. C'était à Sainte-Adèle sur le bord d'une piste de ski. C'était vraiment un super chalet haut de gamme. Puis j'ai une madame qui m'appelle. On fait la visite. Mais tu sais, je trouve ça bizarre un petit peu parce qu'elle me disait qu'elle était extrêmement. En partant, elle disait qu'elle était extrêmement riche. Quelqu'un de riche, habituellement, ne dit pas qu'il est riche. Exactement. Là, elle arrive avec une vieille voiture. Tu sais. J'ai déjà fait affaire avec des gens fortunés qui avaient des voitures modestes, là, mais ils n'étaient pas nécessairement en mode. C'était pas, en tout cas, c'était pas le genre de voiture. Mais tu sais, l'habit fait pas le moine, il ne faut pas non plus juger, on ne sait pas. Puis là, elle me raconte des affaires durant la visite à l'effet qu'elle est en train de développer 1000 maisons à Tremblant. Tu sais. Moi, j'ai fait affaire avec beaucoup de développeurs immobiliers. Puis,
quand un projet de 100 maisons, c'est un gros projet, là. Vraiment gros. Là. Tandis que là, 1000, mais en tout cas, ça n'avait pas de sens. Mais moi, je laisse aller. Elle fait son offre d'achat. Je fais confiance aux gens. J'ai fait ma vérification d'identité. Puis là, elle fait l'inspection. Mais là, l'offre d'achat est acceptée finalement. On est rendu à l'inspection, on fait l'inspection. L'inspecteur, il vient, mais elle n'est pas là. Là, l'inspecteur fait l'inspection complète. Une semaine après, l'inspecteur m'appelle et dit j'ai pas été payé par l'acheteur. Là, je fais, moi, c'est pas tant de mon ressort à moi. Là, moi, mais là, j'ai quand même fait le suivi. Tu veux-tu payer l'inspecteur? Là, finalement, après 2 semaines, on n'a pas le financement toujours. L'inspecteur n'a jamais été payé. Là, moi, je dis qu'il faut avoir quelque chose de la banque. Sinon, on va laisser tomber là-dessus. Si jamais elle n'a pas son prêt dans le délai qui finissait comme dans quelques jours, là, on allait canceller l'offre d'achat, qui était mon acheteur aurait été en droit. Mon vendeur aurait été dans le droit de le faire. Là, finalement, j'ai reçu l'appel d'un évaluateur agréé. Comme si que la banque était rendue à l'évaluation agréée. Des fois, les banques, ils font affaire avec des évaluateurs pour s'assurer du prix de la maison, avant le prêt. Mais là, c'était elle personnellement qui l'avait commandé. Et là, je trouvais ça j'avais posé des questions à l'évaluateur, vu que je trouvais ça bizarre un peu. Habituellement, c'est la banque qui engage l'évaluateur. Et non l'acheteur. C'est pour l'intérêt de la banque et non. À part au commercial, c'est d'autres affaires, mais au résidentiel, c'est ça. Là, finalement, l'évaluateur, il fait l'évaluation. Là, finalement, lui non plus, il n'est jamais payé. On avait prolongé le délai de financement vu qu'on avait l'évaluateur. Mais là, finalement, moi, je faisais des suivis à tous les jours avec elle. Finalement, j'ai reçu une lettre d'une institution financière de Montréal, qui est une petite institution financière. Je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Puis là moi, sur le coup, j'ai quand même fait attention là, avant de dire que la condition est réalisée. Puis ça aurait pu être mon client dans le trouble, ça aurait pu faire des poursuites, etc. Moi, je dis à mon client, il m'a m'assuré que la lettre, elle est vraie. J'avais déjà un gros doute à ce moment-là. Finalement, je fais mon suivi. La personne qui avait signé était en vacances. Fait qu'elle avait utilisé une fausse signature, une vraie signature d'un prêt qu'elle avait peut-être déjà eu dans le passé. Là. Fait qu'elle avait falsifié l'acceptation bancaire. Fait que finalement, mais là, je ne sais pas ce qu'elle s'en allait avec ça, mais là, finalement, j'avais dit à mon client, j'ai dit que sa lettre n'était pas bonne, que le délai était allait expirer, on allait mettre fin, puis j'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne-là. Fait que tu sais, faut vraiment être vigilant. Même si on est courtier, puis même si on reçoit une lettre d'une banque, habituellement, on fait confiance aux gens. Il faut prendre pour acquis que tout le monde est de bonne foi. Là. Mais dans le doute, il vaut mieux s'assurer des vérifications, puis j'ai mis à jour finalement cette personne-là qui voulait frauder mon client. Tant mieux, parce que j'ai évité peut-être des poursuites, puis éventuellement, j'ai vendu le chalet à une autre personne. Nice. Ça finit quand même bien. C'est une anecdote qui finit bien. Exact, c'est ça, parce que j'ai été vigilant. Mais c'est la même chose pour les gens. Il faut toujours faire preuve de vigilance. Des fois, les gens font confiance facilement. Là. Oui. C'est ça que j'aimerais en parler maintenant, David. De la fraude immobilière en général. Et j'aimerais qu'on regarde j'ai mis 5 points. Pourquoi les gens sont-ils victimes de fraude immobilière? Ensuite, on fera les choses pour nous aider à nous protéger. Mais une des choses qui sort du lot, c'est le manque de connaissances. Okay. Et j'aimerais que tu nous expliques, quand tu rencontres quelqu'un, c'est quoi les 1 ou 2 ou 3 choses que tu dois lui expliquer pour qu'il puisse prendre une décision éclairée par rapport à une transaction immobilière? Okay. Chose que cette personne ne comprendrait pas s'il n'aurait pas accès à toi en tant que courtier immobilier. Bien, ça dépend. Il y a beaucoup de vérifications que moi je fais que mon acheteur ou le vendeur n'aura jamais connaissance. Là. Exemple, juste vérifier, premièrement, c'est qui les signataires. Mais je l'explique un petit peu, mais exemple, quelqu'un fait affaire avec moi, ça t'évite souvent de faire ces vérifications-là, mais juste de s'assurer c'est qui les signataires propriétaires. C'est qui les personnes qui doivent signer. Si c'est une compagnie, il y a des personnes qui sont propriétaires de la compagnie ou qui sont pas nécessairement propriétaires, mais qui sont administrateurs qui doivent signer. Fait que c'est de s'assurer des bons signataires. Ensuite, l'autre chose vraiment importante, c'est de s'assurer que la maison, dans le cas d'un acheteur qui ferait pas, l'exemple, qui ne fait pas affaire avec un courtier, il faut qu'il s'assure que le prix de la maison
va couvrir tous les frais. Est-ce que ça va payer la pénalité puis l'hypothèque initiale? Ça, c'est le genre de choses que les gens ne feront pas, ils vérifieront pas. Si tu ne fais pas ça, tu arrives chez le notaire, le vendeur doit 20 000 à la banque, la transaction avorte. Ça peut mener à bien des problèmes. C'est ça, c'est pas mal les problèmes principaux. Là. Mais tu sais, quand un acheteur fait affaire avec moi, je ne prodigue pas nécessairement des conseils pour éviter de se faire frauder parce que moi, je suis là pour le faire. En fait, c'est plus des vérifications que je fais que lui, il ne saura pas nécessairement. Tu sais, moi, dans le fond, ma job, ça va être plus d'expliquer à l'acheteur ou au vendeur de vendre vraiment à la juste valeur marchande, pas de se faire avoir. Fait que ça, c'est comme le conseil principal. Là, quand tu achètes une maison, tu veux t'assurer que le prix que tu payes, c'est pas au-delà de la juste valeur marchande. Fait que moi, ma job, ça va être ça. Fait que c'est un peu de l'éduquer par rapport au fait de ne pas payer n'importe quel prix pour n'importe quelle maison. Mais tout ce qui est par rapport à la fraude, c'est des éléments, c'est des choses que moi, je vais faire, que je peux peut-être en glisser un mot à mon client, mais si tout est beau, lui, il ne le saura pas nécessairement là, que j'aurais fait ces vérifications-là. Mais au final, il est protégé parce que moi, j'ai le devoir. Les courtiers ont le devoir déontologique de faire ces vérifications-là. Fait que c'est pour ça que les gens qui font affaire avec un courtier ils ont beaucoup moins de chances de se faire avoir parce que les courtiers doivent faire ces vérifications-là. Mais peut-être une chose qu'ils devraient faire, souvent, quand tu vas faire avec un professionnel, un avocat, un comptable, tu ne demandes jamais son permis. Moi, je me suis jamais fait demander mon permis. Là. Quelqu'un qui vient me voir, il prend pour acquis que je suis courtier immobilier. Peut-être que je serais peut-être un faux courtier immobilier, mais il faudrait demander peut-être les permis aux gens. T'sais. Exact. Ça serait peut-être une autre chose à faire, mais c'est ça. Donc, le premier point que je voulais amener, c'est le manque de connaissances. Donc, le manque de connaissances rend la vie des fraudeurs plus facile. Ouais, ça, c'est une chose. Deuxième, tu viens de le dire, c'est l'utilisation des tiers de confiance fictifs. C'est-à-dire que les gens se présentent en tant que notaire, courtier immobilier, avocat, peu importe. Et les gens, s'ils ne vérifient pas, ben, ils peuvent se faire frauder. Exact. Ça, c'était la deuxième. La troisième, c'est la non-vérification des antécédents. Oui. Ça, je l'ai appris moi-même avec l'histoire que je t'ai contée par rapport à la maison à Candiac. Donc, il faut vérifier les permis, mais aussi les antécédents. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne a fait avant? Tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens qui la connaissent? Est-ce qu'il y a des photos ou des preuves où lui a bâti des bonnes propriétés avec de la bonne qualité? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont fait du profit? Ça, c'est quand même facile. Tu écris le nom de la personne sur Google, habituellement. Exactement. C'est assez rapide. Là. Exactement. Il y a les plumitifs aussi, qu'on peut aller en ligne pour voir les jugements qui ont été rendus au civil. Donc, ça, c'est une autre chose qui est très, très simple à faire. Et le Google et l'ordre professionnel. Donc, si quelqu'un dit qu'il est courtier, ben, on peut facilement vérifier sur le site de l'OASIC s'il est vraiment courtier. Exact. Mais tu sais, habituellement, si c'est un courtier qui fait partie d'une agence, c'est à moi qui a falsifié son site Internet. T'sais, l'agence, elle a l'obligation de s'assurer que son courtier a son permis en vigueur. Sinon, il va faire partie de l'agence. C'est sûr qu'habituellement, tu vas avoir un courtier de Royal Lepage qui est sur la page de Royal Lepage exemple, cette franchise-là en particulier. Il y a peu de chances que ce soit une fausse personne, mais c'est peut-être un courtier indépendant que lui, on ne sait pas, ou une agence peut-être qui serait indépendante. C'est pas de bannière connue. Là. Ça serait important peut-être de vérifier. Exact. Mais les fraudeurs, ce qu'ils utilisent, à part le quatrième point, qui est les documents falsifiés. Donc, quand on a des connaissances, on peut voir si un document a été falsifié, bien rempli, s'il y a des erreurs. OK? Donc, ça, c'est le quatrième point. Mais le cinquième point, c'est que les fraudeurs utilisent une pression temporelle qu'on appelle. Donc, ils utilisent un sentiment d'urgence. Comme ton point, quand quelqu'un se fait demander de payer 300 $ avant de visiter un appartement, c'est dû au fait que cette personne doit déménager. Il y a un sentiment d'urgence. Ça, c'est une autre chose, les fraudes par texto.
Donc, les fraudeurs maintenant, ils ont des technologies et ils voient quand tu tentes de te connecter à ton compte bancaire. Si ton cellulaire est sur Internet, ils vont scraper ton numéro de cellulaire pour t'envoyer un message texte pour te demander de te reconnecter. Ouais. Et parce que tu viens de le faire, et souvent, c'est dû à une situation urgente, c'est-à-dire transférer de l'argent ou payer quelqu'un ou taper à pas rentrer ou peu importe. Là. Les gens cliquent sur ce lien, rentrent leurs informations et en même temps donnent accès à leur compte. Ben oui. Donc, il faut vraiment faire attention. Ça, c'est un point. C'est Ouais. peut-être le plus important, mais disons, c'est extrêmement important. Ouais. Le sentiment d'urgence. Ça me rappelle une fraude, c'était dans ma famille, là, la mère de la blonde à mon oncle, de la femme à mon oncle, puis il appelle, puis il dit hey, mon oncle s'appelle, parce que je ne dirais pas son nom, là, mais exemple, il s'appelle. Là, il dit cette personne-là est en prison, il faut que tu ailles à la banque, c'est la police, tu sais. Bonjour, c'est la police, votre gendre est en prison, vous devez transférer 500 $. Puis là, il était rendu à la banque, mais finalement, elle a appelé mon oncle. Mais des fois, les personnes en tout cas. Exact. Pas une personne âgée, mais là, elle était comme dans le stress de si elle n'avait pas 50 $ aujourd'hui, prison à vie. Voilà, exactement, c'est un bon point. Exact. Et le truc, c'est de comprendre que les compagnies ne font jamais ça. Là. Ouais. La Banque de Montréal, disons que moi, je suis client, j'aime beaucoup. Ou peu importe quelle autre banque, ne va pas nécessairement t'appeler pour dire transfère-moi de l'argent ou remets tes credentials sur cette page avec ton mot de passe. Là. C'est ça. C'est pas ça qui se passe, jamais. Donc, ça, c'est un point que j'aimerais que les gens comprennent. Le sentiment d'urgence est très dangereux. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive qui ne fait pas de sens, qui est sorti de l'ordinaire, il faut se calmer et prendre le temps de réfléchir. C'est très simple. Même de rappeler, tu sais, souvent, tu reçois un appel du gouvernement du Canada, ça m'est déjà arrivé, là. J'avais oublié il restait un montant d'impôt à payer, pas l'appel de fun. Mais tu sais, moi, j'ai dit, je vais vous rappeler. Je suis allé voir, tu sais, on ne sait jamais, là. Fait que j'ai rappelé finalement pour parler à une personne, un préposé, là, au lieu de continuer l'appel. Mais finalement, c'était bel et bien vrai, là, mais c'est juste de faire preuve de prudence. Les autres vont dire, ben oui, OK, c'est correct. Rappelle-nous. Exact. J'aimerais dire aux gens que si c'est votre première fois à l'émission, prenez le temps, s'il vous plaît, de vous abonner et de liker cette vidéo et la partager. Ça nous aide beaucoup pour que les gens connaissent cette émission. David, j'aimerais terminer avec quoi faire pour que les gens puissent se protéger des fraudes immobilières. Des choses de base qui vont réduire au minimum le risque de se faire frauder. Mais la première, c'est de demander conseil à un professionnel. T'sais, moi, j'ai rien contre des gens qui font affaire sans courtier immobilier. Moi, j'en ai des clients, des fois, ça arrive. Là. Mais j'ai des personnes qui... Même moi, ça m'est déjà arrivé qu'un ami faisait une transaction sans courtier immobilier. Puis pour X raisons, là, il ne m'avait pas pris. Là. Mais il m'a appelé, j'avais donné deux, trois vérifications à faire avant de continuer la transaction. C'est juste qu'il faut vraiment faire attention. Vraiment faire attention, sans courtier. Parce qu'avec un courtier, les courtiers, ils vont déjà avoir fait les vérifications d'usage. Mais quand tu es tout seul, exemple, tu vas voir la maison vendue par une personne X, mais cette personne-là, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il y a un... C'est un exemple que je donne. Est-ce qu'il doit avoir un conjoint qui doit intervenir à la vente? C'est toutes des choses qu'un acheteur ne va pas nécessairement faire attention, il va faire confiance, il va faire signer. Mais même des fois, la personne, le vendeur, il va être gentil, il est de bonne foi, il va signer, mais finalement, il manque un signataire au dossier. Ah, je pensais que mon frère, j'avais dit que c'était correct si on vendait, mais finalement, son frère, il a décidé que non. S'il n'a pas signé, tu arrives chez le notaire, ben, tu peux être dans le trouble. Le notaire il va faire ces vérifications-là. Mais avant le notaire, faut s'assurer des choses à faire. Moi, je dirais la chose principale, c'est de demander conseil à des professionnels. Quand il n'y en a pas qui sont intervenants dans une transaction.
Yep. Yep. Ben, ensuite Donc, de ça, ces personnes-là vont prodiguer les autres conseils par rapport aux vérifications. Là. c'est ça que j'avais moi aussi. Premier point, vérification Exact. rigoureuse. Exact. Et ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens doivent, deuxièmement, lire attentivement tous les documents avant de signer. Ouais, ça, c'est le deuxième point très important. Là. Ça, tu signes, tu lis en diagonale, là, mais ouais, effectivement. Exactement. Ça, c'est une autre chose que les gens font. Ouais. Il faut vraiment lire attentivement les documents. C'est difficile parce que la majorité des gens, ben, je ne sais pas si la majorité des gens ne le font pas, mais si moindrement, tu n'es pas si tu n'es pas analyste, là, il y a certains types de personnalités qui sont moins rigoureux dans ces vérifications-là. Mais tu as un analytique, ça, je veux dire. Quelqu'un d'analytique va le faire, mais la majorité des gens ne sont pas nécessairement analytiques. Non. Moi, je suis le premier à ne pas lire attentivement mes documents quand c'est des choses personnelles. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps, c'est important. Yep. Troisièmement, conservez vos renseignements financiers personnels en lieu sûr. C'est ça que je vais noter. Et c'est très important de ne pas partager les informations financières sensibles, comme le numéro de compte bancaire, l'adresse, votre adresse ou l'adresse de votre institution financière. Ouais. Bien sûr, le numéro d'assurance sociale, tout le monde le sait. Mais ça, c'est pas juste, tu sais, oui, les garder en lieu sûr, pas le divulguer, mais des fois, juste, tu l'envoies dans un courriel, tu penses que le courriel est sécurisé, mais tu t'es fait, il y a quelqu'un qui a pris contrôle de ton Wi-Fi, là, je ne suis pas expert en hacking, là, mais il y a peut-être des gens qui ont accès, tu sais, à vos courriels, c'est quelqu'un qui c'est un système qui serait non protégé. Fait que si c'est des pièces jointes, il existe des pièces jointes qu'on peut protéger avec des mots de passe. Fait que des fois, c'est juste de même, vous gardez ça en lieu sûr, mais vous les transmettez par courriel, mais finalement, ou par texto. Ben, texto, c'est quand même plus sécuritaire. Là. Mais par courriel, finalement, il y a quelqu'un qui a accès à ça, qui vole votre information. Fait que c'est aussi de faire attention à comment vous le partagez. T'sais. Exact. Et il y a une autre chose que je me suis rendu compte, c'est que les gens payent avant de signer un contrat. Ouais. Comme ton exemple avec les gens qui doivent payer 300$ pour une visite, même avant d'avoir fait la visite ou signer un bail ou signer une demande de location. Exact. Donc ça c'est vraiment le quatrième point important, pas de paiement avant la signature d'un contrat. Ouais, c'est vrai. Toi, est-ce que moi, le dernier point, c'est les gens devraient être vigilants avec les offres non conventionnelles. Je vais prendre encore ton point il est très bon pour les gens qui payent 300$ pour une visite. Donc, ça, on le sait, surtout au Québec, que la Régie du logement protège les locataires. Ouais. C'est-à-dire que je ne sais même pas si c'est interdit. C'est rendu le TAL là, pour les gens, le tribunal administratif du logement, là, mais bon. C'est la même affaire. Là. Parfait. Donc, le TAL, je ne sais même pas si c'est interdit de demander un dépôt avant la visite. Je sais. Mais je suis pas mal sûr qu'il faudrait vérifier, mais je pense est pas remboursable. Avant la visite, c'est ça qu'il faudrait vérifier. Ouais. Ouais. Je sais que tu peux demander, tu peux faire payer l'enquête de crédit, mais elle doit être remboursée si la personne. Je ne me souviens plus de la loi exacte, là, mais il faut faire attention. Là, le TAL. C'est ça. Si tu payes pour une enquête de crédit, finalement, puis il faut que ça soit déduit du prix du loyer. C'est ça. Fait que les dépôts sont. En fait, les dépôts sont pas autorisés par le TAL. Là. Exact, c'est ça. C'est ça. C'est pas nécessairement à l'avantage, malheureusement, des propriétaires, là, mais ça, c'est un autre sujet. Là. Exact. J'ai regardé, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'explication rapide que j'ai trouvée sur le TAL. Donc, mais en gros, c'est ça. Mais c'est au moindre doute aussi. Si tu as un petit doute, il vaut mieux vérifier. Mais sans doute, il faut faire des vérifications avant, comme qu'on a expliqué plus tôt. Là.
Exactement. Exactement. David, c'est tout pour cette semaine. J'ai vraiment apprécié te parler cette semaine et je Ouais, trouve le pareillement. sujet très intéressant. Ouais, vraiment. On vous remercie beaucoup, tout le monde, pour votre écoute et votre soutien. Et on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde.